Le clairon. Alors, vous l'avez certainement suivi, hein, le président de la République a entamé depuis lundi une visite de 3 jours au Maroc, donc qui se termine aujourd'hui. Il a emmené, alors j'aime bien, hein, parce que je suis allée lire les différents articles sur le sujet, évidemment, et puis on nous dit, comme il est d'usage, il a emmené avec lui plusieurs ministres ainsi qu'une poignée de personnalités politiques et des milieux économiques ou culturels. Une poignée, oui, alors une poignée, 222 membres au profil hétéroclite. Hein. On va peut-être pas revenir complètement sur la polémique Yacine Bellatar, vous savez, le fameux humoriste condamné pour menace de mort, ancien conseiller d'Emmanuel Macron pour les banlieues, que Emmanuel Macron apprécie beaucoup, visiblement, puisqu'il le prend dans ses valises au Maroc. Mais donc, on en avait d'autres. Hein. On avait, en plus des ministres, ça, pour le coup, c'est tout à fait légitime, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, le ministre de l'Économie, Antoine Armand, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ou encore le ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet. On avait BHL, Ariel Dombal, Pierre Assouline, Jacques Attali, Jacques Lang. Bon. Ou encore au niveau des multinationales, Rodolphe Saadé, vous savez, qui vient de reprendre BFM TV et RMC. Le photographe François-Marie Bagné, condamné en 2016, 4 ans de prison quand même. 375 000 € d'amende pour abus de faiblesse sur la personne de Liliane Bettencourt, ou encore l'ancien député LREM Mjid El Guerab, condamné pour violence. Bon, voilà. Parfois, le choix de ces profils, on ne va pas faire les 122, pose question. Et je ne sais pas si ça plaît vraiment non plus au Maroc. C'est une question aussi qu'on pourra poser à Driss Ghali. Driss Ghali, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être en direct avec nous, parce que je crois savoir que c'est la nuit là où vous êtes. Hein, vous êtes vraiment... C'est la nuit, oui. Ouais, donc vous êtes nocturne et vous vous levez pour nous. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales, essayiste, auteur de Français, réveillez-vous, ou encore une contre-histoire de la colonisation et Mon père, le Maroc et moi, aux éditions L'Artilleur. Ai-je précisé donc que vous êtes franco-marocain et qu'évidemment vous suivez tout ça de près. Avant de vous donner la parole pour revenir quand même sur ces 3 jours qui n'ont pas que du négatif, hein, on parle des profils, mais il y a d'autres éléments intéressants. Eh bien, entendons justement un extrait d'Emmanuel Macron depuis l'Assemblée du Maroc qui parle d'ouvrir un nouveau livre avec le Maroc. À l'heure où nous avons, avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, décidé d'écrire un nouveau livre ensemble, je veux partager avec vous ma certitude que ces liens vont aller se renforçant sans cesse. À cet égard, je remercie Sa Majesté le Roi pour les paroles fortes qu'il a prononcées ici même le 11 octobre dernier à l'égard de la France. Alors, c'est un peu l'histoire d'une réconciliation, hein, ce voyage de 3 jours. Driss Ghali, que j'imagine que vous saluez, malgré tout. Oui, je pense que c'est une très bonne chose. Cette brouille a été très regrettable. Est-ce que vous pouvez revenir, continue... Driss Ghali, est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur l'origine de la brouille, de la mésentente entre les deux pays, peut-être aussi les quelques impairs qui ont été commis par l'Élysée à ce sujet, et puis voilà, et puis ensuite ce qui peut aujourd'hui être envisagé. Eh bien, c'est ce que j'allais dire. Nous ne connaissons pas les origines de la brouille. Alors, je suis étonné toujours de voir des journalistes ou des commentateurs sur des plateaux dans les colonnes des journaux nous expliquer les origines de la brouille. Je ne les connais pas, puisque le Maroc ne communique pas. Ça fait partie de la manière de fonctionner des autorités marocaines. Communication minimaliste. La France aussi n'a pas vraiment communiqué. Je n'ai pas vu de communiqué de la part de l'Élysée pour dire pourquoi Macron ne parlait plus au roi du Maroc apparemment. Apparemment pas parlé pendant plusieurs mois, sinon sur 2-3 ans. Alors, nous en sommes remis, il ne reste plus que les conjectures. Alors, la relation avec l'Algérie, Macron a misé sur une réconciliation franco-algérienne. Je pense qu'il a eu raison de tenter cela, parce qu'il y a jusqu'à 6 millions d'Algériens en France, si on en croit des autorités algériennes, 2 millions si on est minimaliste. Il a eu raison de tenter une réconciliation. Malheureusement pour la France et pour l'Algérie, les Algériens n'ont pas voulu. Et donc, cette visite que vous voyez aujourd'hui au Maroc, qui est une belle visite, c'est à cause ou grâce à l'Algérie. Oui. Les Algériens ont très mal joué avec les cartes qu'ils avaient en main, parce que Macron a largement préféré Alger à Rabat, pour des raisons qui lui appartiennent, et on ne peut pas vraiment lui tomber dessus comme on le fait sur d'autres thèmes, parce que
c'est dans l'intérêt de la France aussi que l'Algérie ne soit pas, que cette relation s'améliore. Après, on peut être juste dans les détails, mais bon, se poser la question si la volonté, en effet, vous avez raison, qui est tout à fait légitime et intéressante de vouloir avoir de très bonnes relations avec l'Algérie, a été mise en place dans les bonnes conditions. On a déjà reçu des diplomates qui ont dit que les choses n'étaient pas forcément faites comme il le fallait au niveau du Quai d'Orsay. Mais là, ce qui est intéressant, en effet, c'est qu'il y avait en tout cas ce privilège, cette priorité à l'Algérie, et depuis l'annonce d'Emmanuel Macron et de son gouvernement de reconnaître la marocanité, c'est pas très joli de le dire comme ça, du Sahara occidental, en fait on dit, bon voilà, on sait que c'est un enjeu fondamental entre le Maroc et l'Algérie. L'idée, c'est on se dispute cette partie du Sahara. Je sais que vous le savez, mais je l'explique pour les auditeurs. Donc si on reconnaît que cette partie du Sahara est marocaine, évidemment, eh bien ça, cette reconnaissance est un cadeau diplomatique de Paris pour Rabat. Oui, alors vous voyez bien en passage qu'il n'existe pas de Maghreb. Les Algériens et les Marocains sont à couteau tiré. Oui. À couteau tiré. Oui. D'ailleurs, si on est vraiment... oublions que je sois marocain, mais si on regarde ça de loin, avec un regard médical, on ne peut pas comprendre pourquoi l'Algérie est si énervée que ça, alors que le Maroc réclame des territoires qui lui appartiennent historiquement. L'Algérie peut ne pas être d'accord. Tout se discute. Mais en être à s'engueuler avec la France, à rappeler les ambassadeurs juste pour ça, ça montre qu'il n'y a pas de solidarité arabe, il n'y a pas de solidarité islamique. Il y a des postures pour embêter les Israéliens. Quand on veut embêter les Israéliens, quand on veut s'acheter une vertu, alors les Français, quand ils veulent s'acheter une vertu, ils votent écolo ou ils recyclent leurs déchets. Nous, on défend les Palestiniens. Alors, je fais de l'humour, mais c'est pour montrer qu'il n'y a pas de Maghreb. Maintenant, sur cette histoire de Sahara, un bref rappel historique. Pour une fois, ce n'est pas la faute de la France. Pour une fois, ce n'est pas la faute de la France d'un point de vue, historique. La France a donné le Sahara à l'Algérie. L'Algérie n'a jamais été un pays saharien. C'est le premier pays d'Afrique, je crois, ou le deuxième maintenant en superficie. Lors de la décolonisation de l'Algérie, la France a donné le Sahara à l'Algérie. Très bien, tant mieux pour les Algériens. Ils s'en occupent bien, ils prennent le pétrole, ils ont une politique active dans le Sahel, très bien. La partie saharienne du Maroc était largement occupée par l'Espagne. Et l'Espagne est partie beaucoup plus tard que la France. Elle est partie en 1973-14, si ma mémoire est bonne. Et à ce moment-là, quand les Espagnols sont partis, ils ont laissé une guérilla composée de locaux qui ont demandé leur indépendance. Et depuis les années... depuis 1975, le Maroc dépense chaque année, je ne sais plus, 2, 3, 4 milliards de dollars de dépenses militaires, d'un argent que nous n'avons pas, parce que le Maroc est un pays très endetté, pour gagner cette guerre ou pour maintenir une dissuasion sur place. Le seul rôle, enfin, là, juste pour faire un peu d'histoire, la seule responsabilité française là-dedans, elle n'est pas... Enfin, moi, je n'accuse personne. Moi, je raconte juste l'histoire pour égayer un peu l'ambiance. Le QG de la guérilla est à Tindouf. Tindouf, c'est un puits d'eau, un puits où il y a de l'eau. Donc, c'était une station de péage dans les routes du désert. Dans les routes du désert, le péage, là, on payait les pirates et les bédouins pour avoir la vie sauve. Et avoir l'eau, c'était les puits. Hein, c'est là où il y avait les barrières de passage. Et Tindouf a toujours été une ville marocaine. Or, durant la colonisation, par la force des choses, la France occupait Tindouf. Et à un moment donné, la France a voulu donner Tindouf au Maroc. Pas au Maroc occupé par la France, administrativement. Mais la France en Algérie, l'Algérie française a dit non, Tindouf, c'est à moi. Parce que c'est moi qui l'ai libéré de la domination des Bédouins, c'est moi qui ai payé l'argent là, pour les méharistes et tout ça. Et donc, on a laissé tomber, on a laissé Tindouf dans l'Algérie française. Et puis voilà, ensuite l'Algérie est devenue indépendante, elle a gardé Tindouf. Et Tindouf est à vocation marocaine. Mais là, vraiment, c'est juste un petit détail. Mais pour dire que pour le Maroc et pour la monarchie marocaine, le Sahara, c'est une issue, je parle comme un anglais, c'est un sujet qui est essentiel. Si le Maroc ne peut pas se séparer de son Sahara, c'est un truc, c'est un des consensus nationaux, c'est un des rares consensus nationaux au Maroc.
Oui, et donc C'est dû, on peut comprendre qu'en effet, dans cette relation compliquée France-Maroc, le gouvernement Emmanuel Macron se soit dit, bon, allez, on fait entre guillemets ce cadeau de cette reconnaissance euh, pour réchauffer les relations. Alors, allons un peu sur les autres sujets. D'abord, j'aimerais bien que vous disiez quand même un mot sur cette délégation. Et à votre avis, je ne sais pas si vous avez pu lire la presse marocaine, quelle est la réaction côté Maroc d'une délégation particulière, et notamment Yacine Bellatar était quand même en jogging basket en face du roi Mohamed VI. Je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait le protocole. Alors, j'ai lu deux, trois articles assez mous sur le sujet. Alors, il faut bien savoir que le Maroc n'est pas la France. On est beaucoup moins libre de dire ce qu'on veut dire qu'en France. Donc, vous ne trouverez pas beaucoup d'articles qui vont qui vont rentrer dans le lard et dire la vérité. On est vraiment on est très discipliné. Hein, donc, on est tous en train d'applaudir la visite. Oui. Et vous trouverez très peu de dissensions. Maintenant, bon, euh, je vais faire un peu d'humour. J'espère qu'on n'aura pas de procès. C'est bien aussi que les Marocains voient le résultat de l'immigration en France. Voilà. Donc, c'est bien qu'ils voient aussi Yassine Bellatar. Et voilà, qu'ils voient que, parce que l'immigration en France a eu beaucoup de résultats. Il y a une grande diversité de personnalités. Et voilà, donc c'est bien que M. Macron ait amené au Marocain pour dire voilà ce que Voilà ce que Marocain produit de France. l'immigration. Oui, je comprends ce que vous voulez Et dire. voilà, je m'arrêterai là, je n'irai pas plus loin. D'accord. En effet, oui, ça peut être une façon de faire avancer les négociations, notamment sur l'immigration. Ça fait partie des discours et des choses qui ont été évoquées évidemment avec le Maroc. C'est fondamental, on le sait, notamment le renvoi des OQTF, etc. Je vous propose à ce sujet qu'on écoute Bruno Retailleau, puis on reprend la parole derrière. Sur la question des réadmissions de ressortissants marocains en situation irrégulière, nous avons un cadre et des procédures avec des délais et des éléments d'identification pour les personnes dont l'origine n'est pas documentée. Nous avons convenu de les améliorer pour raccourcir les délais et pour mieux faire en termes de nombre de personnes réadmises. Nous avons convenu, avec mon homologue, de suivre directement cette question à notre niveau, avec des points d'étape réguliers. Voilà, bon, évidemment d'autres sujets, mais cette question de l'expulsion des immigrés sous OQTF qui pose un gros sujet, autant d'ailleurs que ce soit l'Algérie et le Maroc, de refus ou au moins de procédures ralenties, et évidemment au cœur aussi de ces discussions, et c'est une bonne chose en tout cas qu'on nous annonce, encore une fois, on est au niveau des annonces, que ça puisse progresser. Driss Ghali. Oui, je pense que le meurtre de Philippine est dans tous nos esprits et apparemment c'est un Marocain qui l'a commis, qui est en Suisse et il aurait accepté de se faire extrader en France pour être jugé. Donc, et c'est un OQTF apparemment. Donc effectivement c'est un sujet très important. Bon là, moi je pense qu'il faut il faut que la France défende son beefsteak. Hein. C'est sûr que personne n'a envie comme ça dans l'absolu de reprendre les OQTF et reprendre des personnes soit au profil psychiatrique problématique, soit des repris de justice. C'est pas la crème de la société, mais je pense que la France doit être très dure sur ce sujet-là. Elle a tout le droit avec elle, le droit international, le droit humanitaire, la morale est avec elle. La morale est avec elle. Maintenant, il faut juste que, alors c'est pas mon domaine, hein, c'est pas mon domaine. Il faut juste vraiment faire attention à l'aspect bureaucratique. Hein, faut pas non plus. Apparemment, il y a des histoires de délais, des choses comme ça un peu compliquées. Voilà. Donc ça, il faut vraiment mettre ça au point. Mais je pense que et bien sûr, le Maroc va négocier. Parce que ce qu'il faut, j'oublie encore une fois que je suis marocain. Le Maroc a quand même dans ces 3 ans, il a très bien négocié le coup avec la France. Il a obtenu ce qu'il voulait au Sahara. Et il a fait la même chose avec les Espagnols. D'ailleurs, on en parle peu, mais on a eu une crise très similaire avec l'Espagne qu'on a résolu un peu avant, il y a 1 an ou 2, avec la même résolution, le même résultat, reconnaissance du Sahara. Le Maroc donne une leçon de diplomatie. C'est-à-dire que, entre guillemets, un pays faible oblige un pays fort à faire ce qu'il veut, à changer de comportement, avec une nuisance qui est celle de ces OQTF, de cette immigration-là. Donc les Marocains vont négocier.
mais ils vont négocier. Alors, pour rapatrier les OQTF ne va pas poser un problème particulier au Maroc parce que notre système de justice est beaucoup plus rapide et sévère que le système français. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais ce que le Maroc veut, enfin, pour le Maroc, les OQTF, c'est un petit problème. Pour vous, c'est un gros problème, et c'est normal. Mais pour le Maroc, c'est un petit problème. Le gros problème du Maroc, c'était le Sahara, mais c'est aussi un problème, je dirais, psychologique. C'est-à-dire que les Marocains veulent être reconnus comme un pays spécial aux yeux de la France. C'est-à-dire qu'ils veulent être reconnus comme une puissance. Oui, oui. Alors, le Maroc n'est pas une puissance. Je vais encore énerver des amis marocains. Le Maroc n'est pas une puissance. Mais il y a une espèce de posture aujourd'hui de dire nous sommes un pays qui ouvre l'Afrique à la France, à d'autres pays. Ça, c'est vrai. Nous sommes réindustrialisés, c'est vrai. Le Maroc vit une espèce d'apogée industrielle, c'est notoire. Et donc, le Maroc il veut qu'on lui parle différemment. Donc, je pense que il faut que la France soit dure, mais il faut qu'elle demande ces OQTF soient respectés, mais il faut aussi qu'elle soit généreuse dans ce côté-là, de faire un peu tout l'aspect psychologique qu'il y a derrière. Ah oui. Alors, dernier sujet, tout de même toujours dans le discours d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui s'est peut-être senti obligé de faire l'apologie de l'invasion arabe à l'Andalous au Parlement marocain. C'était le 29 octobre. On écoute un extrait, on en reparle après. Les années d'Al-Andalus ont fait de l'Espagne et du sud de la France un terreau d'échange avec votre culture. La Giralda de Séville, les Éliges bleues et les patios ouvragés du sud en restent toujours le somptueux témoignage architectural. Voilà. Donc, les années d'Al-Andalus ont fait de l'Espagne et du sud de la France un terreau d'échange avec votre culture. Donc, on met en avant, d'une certaine façon, l'invasion arabe, alors que nous-mêmes, nous nous culpabilisons tous les jours des colonisations occidentales. Est-ce pertinent de la part d'Emmanuel Macron, à votre avis, Driss Ghali ? Et puis même, est-ce que c'est ce que demandait le Maroc ? Non. Le Maroc, je vous dis, il demande à être traité différemment. Le Maroc, d'ailleurs, je crois qu'ils ont signé un partenariat d'exception. Le Maroc veut une relation spéciale. Cette relation est spéciale parce que l'UOT, donc la France coloniale, a sauvé le Maroc de la guerre civile et de la dislocation. Et le Maroc l'admet, même s'il ne va pas le dire. Vous ne trouverez pas de portrait de l'UOT dans les rues marocaines, mais le Maroc le sait. Et il veut poursuivre cette relation. Et d'ailleurs, même l'IOT, parenthèse rapide, même l'IOT voulait faire du Maroc un partenaire de la France en Méditerranée. Il était même question que le califat islamique, il y avait encore un califat islamique à l'époque, soit transféré au Maroc. Bon, l'IOT n'a pas pu le faire, il était débarqué avant, et puis c'était un projet certainement trop ambitieux. Bien sûr, M. Macron se plante totalement, il se plante par manque de culture, il se plante parce que il a tort. D'abord, l'invasion islamique a à peine touché la région de Narbonne, si la mémoire est bonne, il a pas resté trop longtemps. L'histoire marocaine, elle est avec l'Espagne d'abord, un peu avec le Portugal, avec vous, nous, les Marocains et les Algériens. Nous, on vous a rasié en Méditerranée, nous avons été les corsaires et les pirates, d'accord ? Donc, c'est pas forcément un très bon souvenir. Il y a des marchés aux captifs dans nos grandes villes et les prêtres catholiques, vous savez, l'Église catholique sur laquelle tout le monde crache dessus, notamment la France laïque, elle envoyait des prêtres négocier les otages. Ça prenait des années parce que négocier le rachat des otages. Donc, c'est ça notre histoire aussi. C'est 1400 ans de querelles. Alors, nous avons fait du commerce, on s'est querellé durant 1400 ans. Monsieur Macron aurait été bien inspiré de parler des goumiers. S'il veut quelque chose de positif et qui est réel, véridique, c'est les goumiers. Ce sont des Marocains musulmans, pas du tout assimilés. C'était pas Yassine Bellatar ou je ne sais qui, comment elle s'appelle, je l'ai bien pourtant, j'ai oublié son nom, peu importe l'auteur là, succès. C'était des musulmans qui ont défendu la France contre le nazisme et ils sont morts pour la France. C'est ceux-là les martyrs de notre cause. Moi, je ne comprends pas comment, dans quelle source s'inspirent les conseils de M. Macron, très sincèrement. Oui.
Parce que c'est vrai qu'en plus, cette invasion arabe, c'est presque un contresens d'en parler ici, avec, comme vous l'avez dit, le Maroc, alors que justement, on a une relation privilégiée, le Maroc ne se sent pas forcément colonie comme l'Algérie. Enfin, donc, c'est finalement faire un contresens et, comme vous l'avez dit, faire preuve peut-être de méconnaissance. Allez, un dernier mot pour finir, Driss Ghali. Malgré tout, c'est une bonne chose, selon vous, ce réchauffement des relations franco-marocaines? Oui, non, moi, très sincèrement, je vais vous dire. Moi, je suis ravi. J'aurais aimé savoir la cause réelle de cette brouille, parce qu'elle n'est pas liée seulement au Sahara ou autre chose. Il y a eu quelque chose à très haut niveau, et bon, j'espère que c'est derrière nous. S'il y a deux pays qui ne peuvent pas se disputer, c'est bien le Maroc et la France. Vu notre histoire commune, il y a au moins 1 million de Marocains en France. Il y a des dizaines de milliers de Français au Maroc. Il faut bien savoir que la France a au Maroc une position privilégiée. Et là, elle est menacée sa position. Ouais. Les Marocains parlent la langue française spontanément, avec plaisir. Ouais. Il y aurait à dire là-dessus, mais cette position est jalousée. Il y a des Américains, il y a les Turcs, il y a les Espagnols, et le Maroc est en train de changer. Ce sera peut-être ça le mot de la fin. Le Maroc a été à Dubaï. Les élites marocaines ont changé. Ouais. Elles ont été à Dubaï, elles ont aimé. Elles ont été au Qatar, elles ont aimé. Elles ont été à Miami, elles ont aimé. Elles ont été à Singapour, elles ont aimé. Et elles se disent pourquoi pas ressembler à ça. Oui. Moi, je trouve ça déplorable. Oui, donc il est temps de faire ce rapprochement. Voilà, il faut faire ce rapprochement, et c'est pas avec l'inculture de monsieur, de dire l'Andalousie. Enfin, franchement, il ne faut pas prendre. Voilà, je voulais dire depuis tout à l'heure. Nous, les Marocains, nous connaissons très bien les Français. Il est temps que les Français nous connaissent. Et il faut à commencer par monsieur Macron, qui doit arrêter de confondre l'Andalousie avec le Maroc et l'histoire marocaine. Le Maroc est un empire. Alors, un empire déclassé, avec une économie déclassée, d'accord, mais le Maroc a une histoire impériale. Je ne dis pas qu'il faut nous dire qu'on est les plus beaux au monde, mais juste nous connaître. Ouais. Et quand on nous dit l'Andalousie, c'est pas nous connaître. Et c'est une relation spéciale. Et c'est pas seulement. Enfin, là, vous avez plein de gens qui sont en train d'applaudir ou de dire relation spéciale. C'est vraiment une relation spéciale. Et c'est pas seulement que de l'économie. Et donc, c'est un couple. Le Maroc, je parle pour moi, hein, s'il y a quelqu'un qui parle en tôt, ce sera moi. Le Maroc, il rêve d'un couple franco-marocain. Les Français, ils pensent à un couple franco-allemand qui n'existe pas. Faisons ce couple franco-marocain, mais il faut de la connaissance mutuelle. Oui. C'est bien noté. Voilà, merci beaucoup, Driss Ghali. Je rappelle Une contre-histoire de la colonisation, encore Mon père, le Maroc et moi, aux éditions L'Artilleur. Merci beaucoup, merci encore de vous être réveillé en pleine nuit.